On était à peine apaisé samedi. Pow! Ça recommence. Vincent Marissal, cette fois, qui quitte QS. Je vais vous faire entendre, ceux qui n'ont pas suivi ça avec tous les détails, je vais entendre deux petits extraits de M. Marissal. Et réaction aujourd'hui d'Alexandre Leduc qui se dit sidéré. J'ai eu des discussions avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, la seule place, la seule famille où je pourrais me retrouver, c'est au Parti québécois. Je constate en ce moment que le ton est de plus en plus agressif chez QS. C'est un parti qui est paralysé par sa base. C'est un parti qui est complètement embourbé puis qui n'est pas capable de s'émanciper. Quand on est tout seul à avoir raison contre l'immensité, ça se peut qu'on ait tort. Alors, de la manière dont Vincent part, moi, je suis sidéré. Après ça, tout le monde fait son choix. Mais de voir mon ami Vincent devenir tout à coup une espèce de cheerleader de PSPP, c'est fort de café. Il s'est présenté contre Jean-François Lisée en disant « Je ne suis pas d'accord avec le virage identitaire au Québec. » Puis après ça, il s'en va pour PSPP, qui est un Jean-François Lisée puissance 10, là, tu sais. Qu'on me ramène le vrai Vincent Marissal que je connaissais. Il est où? Je comprends pas ce qui se passe. Lisée puissance 10. OK, tour de table, Paul Journet. À qui ça fait le plus mal? Comment vous... on a décanté un peu depuis samedi, là, les suites de ça, comment vous les voyez dans la joute politique? Bien, à qui ça fait le plus mal, évidemment, à Québec solidaire. Dans un deuxième temps, possiblement probablement à Vincent Marissal lui-même. Peut-être que ça va être compliqué à gérer pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais dans la joute politique, ce que je note, c'est la grande prudence de M. Saint-Pierre Plamondon parce que il a déjà critiqué les transfuges et il veut pas avoir l'air d'accueillir n'importe qui dans son parti. Cela dit, il a un intérêt, s'il prépare un référendum, symboliquement, il a besoin des gens qui sont en désaccord avec lui sur plein d'enjeux, mais qui partagent son projet de faire un pays. Donc, ce qu'il ferait avec Vincent Marissal, c'est ce qu'il doit faire avec l'électorat. Mais il veut pas annoncer tout de suite la venue de M. Marissal parce que je pense qu'il prend le temps de voir comment la population va réagir. Ou si M. Marissal devait être péquiste demain, ça serait peut-être un petit peu difficile à accepter pour l'électorat. Ça le rendrait encore plus vulnérable aux critiques. Puis si jamais M. Marissal devenait candidat péquiste, resterait la question de savoir où il se présenterait. C'est lui qui avait battu Jean-François Lisée dans Rosemont, une belle circonscription. Dans Rosemont, les péquistes ont sûrement la mémoire longue. Oui, Chantal Hébert, avant de vous laisser la parole, on va voir une seconde la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon où il écrit « Je prends bonne note » et qu'il désire continuer à servir en politique. Tout le monde conviendra que Vincent Marissal est un député indépendantiste très compétent. Donc, il ne ferme pas la porte, mais il est prudent. Et effectivement, il est prudent. Chantal Hébert, donc, comment vous avez accueilli cette nouvelle samedi? Bon, on va parler de QS d'abord. C'est pas comme si ça allait bien. Si c'était un cas d'espèce, on dirait, voilà quelqu'un qui regarde les sondages et qui se dit, je vais aller voir ailleurs. Ça arrive. Il y a des gens, vous allez interviewer Bernard Drinville, on l'a connu ailleurs. À une époque où ça allait mieux pour le PQ. C'est pas des choses qui arrivent pas. Mais là, on n'est pas dans ce scénario-là. On est dans des portes tournantes. Les gens s'en vont. Souvent des personnages emblématiques. Je suis d'accord avec Paul. Vincent Marissal il était un peu vu par un certain nombre d'électeurs. Là, je parle pas des électeurs de Rosemont. Comme quelqu'un qui s'en allait pas là à partir d'un mouvement militant. Il avait été chroniqueur politique. Il avait analysé beaucoup de politique. Donc, ça donne l'impression qu'on revient à l'idée d'une base militante et je sais pas comment les électeurs vont réagir à ça, mais je ne vois pas que ça peut faire autre chose que de continuer à caler QS qui s'enfonce. Et d'autre part, je suis d'accord, il faut que Paul Saint-Pierre Plamondon prenne le temps de décanter tout ça. Pas parce qu'il en a besoin pour faire élire quelqu'un dans Rosemont, mais parce que effectivement, s'il est sérieux au sujet d'un référendum, il faut qu'il montre qu'il y a de la place dans ce projet-là pour des gens qui sont pas dans une chapelle
à faire des neuvaines ensemble. Il y avait, on va parler tout à l'heure de Claude Charron, il y avait à l'époque de l'évêque des gens de toute tendance politique, là, de gauche, du centre et de droite. Michel Séauger, réaction face à la nouvelle samedi. Ben, Chantal le dit un peu ce que je pense. Ça va très mal à Québec solidaire actuellement. Les gens qui étaient vus comme plus modérés à Québec solidaire, Nadeau-Dubois, Manon Mancé, des gens comme ça, ne sont plus là. Et quand Vincent Marissal dit ce qui a réglé le cas pour moi, c'est l'appui à la grève de la STM, c'est un fait que beaucoup de gens qui sont à gauche, qui sont pas des conservateurs, là, qui ont dit « Hey, arrêter une ville littéralement au complet comme le syndicat de la STM l'a fait, ça n'a pas d'allure. » Alors, il y a dans le départ de M. Marissal quelque chose qui était d'une part un peu prévisible parce que les autres plus modérés de Québec solidaire sont partis ou sont restés, il y en a qui sont restés dans l'aile parlementaire, mais ils s'en vont. Ça, c'est une chose. D'autre part, il faut que M. Saint-Pierre Plamondon fasse ça dans les normes, c'est-à-dire le fait qu'il passe comme indépendant et pas un détail, là, pour lui, c'est une chose importante et que ça ne devienne pas tout de suite un député péquiste. Oui, et pour les deux partis. Mais OK. Très rapidement, tour de table sur... il y a eu beaucoup de mots, là, tout le monde en parle hier. Là, je reviens à ce qui arrive aux libéraux avec le chef qui donnait une entrevue à Tout le monde en parle. Il en a donné une à l'Information vendredi avant. Est-ce que vous êtes plus avancé pendant que je vais vous montrer un extrait de cette note envoyée quelques minutes avant Tout le monde en parle par Marois Risky qui dit, on va la voir à l'écran, que essentiellement... j'ai préservé la confidentialité en tout temps. D'ailleurs, aucun de mes collègues n'a été informé au préalable. C'est là la preuve que d'aucune façon je poursuivais quelconque visée politique. Elle continue à dire qu'elle doit garder le silence et qu'un jour, elle s'exprimera. Est-ce qu'on est plus avancé rapidement, Michel Séauger, je commence avec vous, Chantal et Paul ensuite, sur cette question au PLQ aujourd'hui qu'on ne l'était vendredi? On n'est pas plus avancé sur la question formelle de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on renvoie cette personne-là. On est pas mal plus avancé sur les qualités de gestionnaire de crise du chef. À un moment donné, je veux dire, il faut, quand on est dans une situation comme celle-là, il faut qu'on contrôle l'affaire. C'est pas existentiel comme crise, là. C'est un problème de personnel politique. Ça n'a pas d'affaire à devenir quelque chose où on fait 2 grands discours à la nation, puis c'est quelque chose de beaucoup plus simple que ça, mais on dirait que M. Rodriguez n'est pas capable de gérer ça. Alors, c'est pas très bon. Chantal, est-ce qu'il dénote des qualités de leader qui gère bien une crise? Anecdotiquement, ça n'a pas été la réaction des gens qui sont pas dans notre milieu, là, qui m'ont parlé de l'entrevue à Tout le monde en parle. Je suis pas sûre, moi, qu'on va se présenter à Tout le monde en parle après 2 points de presse où on n'avait pas de réponse pour encore pas avoir de réponse. Je mets aussi en doute l'idée qu'il n'y a aucun agenda politique de la part de Marois Risky. Pourquoi? Ben, parce que je crois pas aux coïncidences. Puis quand on sort un long texte juste avant que l'autre personne dans la conversation s'en aille à Tout le monde en parle, c'est pas parce qu'on a réussi à mettre les enfants au lit juste à temps. Paul. Non, je ne crois absolument pas aux coïncidences dans ces 2 histoires qui, pour l'instant, demeurent des histoires parallèles, mais peut-être qu'on va comprendre en quoi elles sont liées. La première étant celle de l'argent, des brownies, des 100 $ utilisés pour acheter des votes. La deuxième étant le congédiement par Mme Risky de sa chef de cabinet. On a avancé peut-être un tout petit peu dans les derniers jours, sauf qu'on ne sait pas où se situe la vérité, à quelle distance de nous elle est. Il y a plein d'éléments qui laissent très, très songeurs. Par exemple, si le congédiement était pour motif d'insubordination, ben c'est bizarre parce que c'est M. Rodriguez, le chef du parti. C'est pas Mme Risky et c'est lui qui a fait nommer Mme Heinz. Donc, l'insubordination, c'était peut-être plus de la part de Mme Risky à l'endroit de M. Rodriguez. Mais en terminant, ça montre aussi quand il y a un nouveau chef dans un parti qui n'a pas de siège, souvent on se fait la réflexion, est-ce qu'il devrait essayer de se faire élire le plus rapidement possible ou parler aux militants, faire une tournée des régions? Je comprends qu'il y a des avantages et des inconvénients des 2 côtés, mais on voit très bien seulement les inconvénients d'être loin de son caucus et de pas être suffisamment à l'aise avec le téléphone pour en prendre des nouvelles sur une base quotidienne.
Vous restez là. Exceptionnellement, je vais vous couper en deux, cher panel, parce que je vais faire Bernard Drainville, que vous pourrez écouter. Et ensuite, moi, je vais vous entendre sur Claude Charron, qu'on est allé faire à Paris, mais qui encourage Paul Saint-Pierre Plamondon à tenir un référendum et qui veut aider. Je vais vous entendre là-dessus. On fait une pause, c'est ça? Est-ce qu'on fait une pause? Et on fait pas de pause du tout, parce que j'entendais la musique. Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, qui est avec nous. Monsieur Drainville, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Comment allez-vous? Bien. Bernard Drainville, vous le dites sans le dire, vous le dites de toutes les manières possibles, par respect, j'imagine, puis c'est très bien avec la commission parlementaire qui commande, mais vous dites, moi, Bernard Drainville, et nous, au gouvernement, on juge que c'est pas réaliste que le coût soit de 38 milliards pour abaisser ça, disons-le clairement. Je dis pas que c'est pas réaliste, je dis c'est ça le coût. Puis une fois qu'on l'a établi, le coût, alors là, on va entendre les experts qui vont venir nous soumettre d'autres points de vue. Hein? Ce que je vous dis, c'est que d'emblée, vous trouvez avec ça ce qu'on constate, c'est coûteux coûteux et sur le plan économique. Et puis, je suis pas prêt à dire que la décision est prise. Mais ce que je dis, c'est que il y a un coût économique. Okay. Puis moi, mon mandat, là, c'est oui de protéger le climat, mais c'est de protéger également les emplois. Et je dis, les partis d'opposition qui sont encore plus ambitieux ont la responsabilité de dire aux Québécois comment on va l'atteindre, leur cible, qui est encore plus élevée que la nôtre. Oui. Depuis que vous avez été nommé à l'environnement, il y a eu un changement de commande, là, un changement. On veut regarder davantage l'implication sur les emplois, sur l'économie. C'est un fait, ça. Il y a eu ce virage-là, n'est-ce pas? Ben, je veux dire, c'est pas moi le virage, c'est pas le gouvernement le virage. Non, mais c'est Trump le virage, Patrice. C'est Trump le virage. Trump a fait sauter toute la politique climatique de Biden. Il n'y en a plus. La politique d'électrification des transports, il n'y en a plus. La politique de transition énergétique, il n'y en a plus. La politique de technologie verte, il n'y en a plus. Carney fait la même chose à Ottawa. L'Ontario fait la même chose. La Colombie-Britannique vient de le faire. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut rester ambitieux. Parce que la cible de 37,5, c'est une cible ambitieuse. OK? Puis, alors moi, je veux qu'on reste ambitieux. Le Québec, là, on est les premiers actuellement en Amérique du Nord. C'est nous qui produisons le moins de GES par habitant. Mais non, mais ça, il faut le dire, ça. Non, mais on le dit tout le temps. C'est à cause alors, de l'eau. on est premier. OK, mais je veux qu'on reste premier. D'accord. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut également prendre en considération, mettre dans la balance, oui, plus qu'avant, l'économie puis les emplois. Oui, plus qu'avant. Parce que vous dites, le Québec ne peut pas être une île. Et on est entouré de gens qui ont changé leur position sur l'environnement. Voilà. Mais attendez, nous devons, nous aussi au Québec, changer notre position sur l'environnement, donc. On doit s'ajuster sans renoncer. On doit s'ajuster sans abandonner. Réduire les cibles. Voulez-vous? On va faire la consultation. OK. Puis après, on prendra la décision. Très bien. Mais il faut trouver le juste équilibre. Moi, je cherche l'équilibre. Je veux qu'on reste ambitieux. Mais il faut que ce soit des cibles qui sont atteignables. OK. Ce qui se passe au PLQ, je change de sujet, c'est très bien résumé. Ce qui se passe au PLQ, est-ce que ça vous aide à la CAQ, Bernard Drainville? Je vais vous donner 2-3 questions d'actualité politique. Mais là, vous voulez que je me transforme en analyste? Non, mais comme ministre de la CAQ. Non, je vous pose la question comme ministre. Peut-être que les circonstances feront que je devrais retourner à l'analyse. Mais pour le moment, je n'y suis pas. Okay. Et je vous laisse faire votre analyse, Patrice. Vincent, vous avez connu, vous, ça c'est vous, là, vous, Bernard Drainville, vous avez connu le fait que de changer de chandail d'équipe, là. Vous étiez Parti québécois, vous êtes devenu CAQ. Ouais. Vous comprenez ce qu'a fait Vincent Marissal? Est-ce que je comprends? C'est parce que Vincent, a priori, c'est pas un nationaliste très affirmé. Et là, il rejoint une famille politique qui est très nationaliste. Je veux dire, dans ses prises de position sur la laïcité, sur l'identité, sur l'immigration. Tu sais, je vous rappelle, Vincent voulait se présenter comme candidat du Parti libéral du Canada. Là, il s'est en allé à Québec solidaire.
puis là, il s'en va au PQ, enfin, il souhaiterait s'en aller au PQ. La ligne de cohérence n'est pas évidente, je dirais ça comme ça. Dernière avant de vous laisser aller. Bernard Drinville, j'interviewais M. Charron à Paris, puis il a la passion encore, puis il me dit, moi, je veux revenir au Québec, faire cette bataille-là, je vais aider, je vais convaincre les vieux. C'est son expression, je me permets de la reprendre de mon... Est-ce que ça vous fait pas, quand vous entendez tout ça, douter de dire, peut-être que moi aussi, je vais revenir à ces amours-là que j'ai eus il n'y a pas si longtemps d'une bataille référendaire, pourquoi pas gagnante? Parce que je serais devenu un vieux, c'est ça? Non, mais vous, est-ce que vous n'avez pas, quand vous entendez ça, vous dites, peut-être ça peut m'arriver aussi, ce goût-là qui va ressurgir en moi? Non. Non? Non. Vous trouvez ça irréaliste Non, encore? parce que je l'ai fait mon cheminement, là. Je l'ai fait mon cheminement, puis honnêtement, là, le référendum, pour moi, c'est une affaire du passé. OK. Puis je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont ailleurs, qui regardent en avant, puis qui n'ont pas le goût de revivre un troisième référendum. Puis moi, je pense qu'il faut travailler pour renforcer le Québec. Là-dessus, je suis resté très fidèle à mes convictions nationalistes. Bon. Puis travailler pour aller faire des gains au niveau de la langue, au niveau de la laïcité, au niveau de l'économie, puis travailler aussi sur notre État. On a un État là, de 100... On est rendu à quoi, là? 160 milliards, là, l'État québécois, 165 milliards. L'économie québécoise, c'est quoi? 650 milliards. Est-ce qu'on peut faire mieux travailler l'État, puis travailler dans le sens du monde, puis aller chercher des gains au niveau de l'efficacité, puis donner des meilleurs services? Puis on a un immense territoire, des ressources, 200 milliards, le chantier d'Hydro-Québec d'ici 2035, 200 milliards pour développer des énergies vertes. C'est ça notre positionnement, l'économie verte. Alors, avançons, faisons des gains, renforçons le Québec, mais retourner en référendum, là, alors que le chiffre est à quoi, le 30-35, là? Hey! S'il y en a un, Bernard, est-ce que vous votez oui ou non? C'est quoi l'expression, là? Tu sais, non. Je n'ai pas le goût de répondre à cette question-là, là. Les si puis les peut-être, là... L'expression, c'est quand on arrivera au pont, on le traversera, quelque chose comme ça. Ouais, mais il y en a de toutes sortes. Mais honnêtement, Patrice, j'en veux pas de référendum, c'est pas compliqué. Puis je pense qu'il n'y en aura pas parce que les Québécois n'en veulent pas. Je pense qu'ils sont ailleurs. Et puis il faut regarder en avant. Voilà, c'est ça. Merci. Puis on va suivre votre commission parlementaire sur les cibles demain qui commence. Ça commence demain. Merci, Bernard. Au revoir. Paul Journet, Chantal Hébert, Michel Auger, je vous retrouve donc. On va écouter un extrait pour se remettre dedans de Claude Charron. C'est sûr, s'il avait dit le contraire, ça aurait fait... Déjà, M. Bouchard trouve que c'est trop dangereux de tenir un autre référendum tout de suite. S'il avait dit la même chose, là, il dit non, il faut y aller, on écoute. Puis il veut aider même, on écoute. J'ai Lucien Bouchard en tête, là, parce que... Oui, lui, il dit non. Mais lui, on sait jamais pourquoi il veut pas qu'on y aille. Parce qu'il dit, ça va être pire que quand ça va être... Mais la peur de le perdre. Ben oui, mais on en a perdu 2. Puis si on n'en fait pas, c'est comme si on en avait perdu encore une fois, tu sais. Il va rien se passer. Donc, le vieux sage, permettez-moi de vous appeler le vieux sage, Claude Charron dit au jeune chef fougueux du PQ, vas-y. Vas-y, ouais, puis si je peux donner un coup de main, appelle-moi. Michel Auger, il dit, appelle-moi au chef, je vais venir faire des 2-3 meetings, puis je vais parler aux gens de mon âge, nous a-t-il dit. Réaction. Est-ce qu'on est surpris que Claude Charron soit souverainiste? Est-ce qu'on est surpris que lui veuille voir ça avant la fin que l'on lui souhaite la plus tardive possible? Mais je veux dire, c'est un souverainiste. Et il dit exactement ce que son cœur veut, c'est-à-dire on veut en faire un troisième. On s'est parlé, lui et moi, on se connaît bien. Il dit, ouais, il y a des dangers, mais si on le fait pas, c'est pire. Alors, c'est sa position, mais c'est une situation qui divise le mouvement souverainiste actuellement. C'est pas tout le monde qui est aussi sérieux dans sa démarche que Claude Charron. Exactement, mais ça divise, je vous le dis. On peut être souverainiste et ne pas vouloir, dans le contexte actuel, un référendum, trouver ça trop dangereux. Chantal Hébert, de retrouver Claude Charron 20 ans plus tard avec ses réflexions.
Il y a un côté quand même nostalgique à l'idée de on pourrait faire ça, s'essayer encore une autre fois, et on l'entend pas mal chez des gens de la première génération, du premier gouvernement du Parti québécois, qui se disent, ben nous, on n'a rien à perdre, là. Si on n'essaye pas une autre fois de notre vivant, on verra pas la suite. Cela dit, est-ce que c'est le genre d'argument venant de ce côté-là du mouvement souverainiste qui va convaincre des gens de se dire, est-ce qu'on peut gagner une élection en promettant un référendum à des gens qui en veulent pas? Parce que il y a quand même un électeur péquiste sur 5 dans les sondages qui dit, moi, je voudrais voter non. Il y en a les 2/3 au total qui veulent pas avoir de référendum. Et deuxièmement, est-ce qu'on veut vraiment revivre la soirée référendaire de 1980? Donc, moi, je me souviens de quand j'ai vu Bernard de Rome, 60, 39, c'est pas ça qu'on attendait. Et ça a donné un dur coup au mouvement souverainiste. D'ailleurs, René Lévesque, à l'époque, disait, et ça y a coûté sa carrière, les référendums à répétition, le Québec peut pas vivre comme ça. Oui, vous l'avez cité, Michel, c'est dans, je pense, une chronique récente, cet extrait de René Lévesque. Paul Journet, commentaire. Paul? Ah, on n'entend plus Paul. Vous êtes sans voix, Paul. Êtes-vous là, un 2-1-2? OK, on va vous sortir. On va vous rentrer après. Michel, continue. Par ailleurs, de revoir... allons sur un autre terrain, là, de revoir M. Charon, il nous reparle, puis vous allez voir dans l'entrevue complète là, de ces périodes difficiles, de l'époque, comment la politique a changé, tout ça. C'est quand même intéressant d'écouter quelqu'un comme Claude Charon, qui est, je le rappelle, le dernier des 7 premiers péquistes à avoir été élu, Michel. Mm-hmm. Oui, et on voit aussi que la politique a beaucoup évolué au Québec. Quand il a quitté sur une histoire un peu abracadabrante de vidéos porno à l'Assemblée nationale, puis ensuite le veston chez Eaton, il y avait une espèce de côté que l'opposition pouvait dire n'importe quoi contre le gouvernement. À partir du moment où ça colle, on y va. On n'est plus comme ça. On a quelque chose de beaucoup plus civilisé comme relation entre les partis. Ça, c'est une bonne chose. Mais en même temps, le Parti québécois était affaibli à ce moment-là. Il avait perdu le référendum. Ça a été une période très difficile pour M. Lévesque. Puis, n'oublions pas, là, parce que quand le débat est très clair, est-ce qu'il faut en tenir un? Je sais bien ce que Claude Charon pense. En même temps, quand le Québec a perdu le premier référendum, il y a eu des conséquences, puis il y a eu une perte de pouvoir pour le Québec là-dedans, importante. Alors, ce que M. Bouchard dit n'est pas faux non plus, là. Oui, c'est ça. Ben, d'où voilà, les deux familles qui... enfin, les deux... Oui, Paul, votre son est revenu, je crois, que Claude Charon dise, allez-y, go, Paul Saint-Pierre Plamondon, puis si je peux aider, je vais être là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben donc lui, il fait partie de ceux qui sont dans la génération qui ont peur de ne pas avoir la chance de voter une dernière fois dans un référendum. Vous avez les plus jeunes qui sont indépendantistes et qui piavent d'impatience d'avoir la chance de voter. Je parle de ceux, les jeunes qui sont indépendantistes, pas des jeunes en général, mais peut-être quelque chose qui a changé par rapport à 95, c'est qu'on est dans un contexte où on est dans une lutte à 5 partis, qui est beaucoup plus instable, imprévisible. Et le Parti québécois a eu très peur d'être presque rayé de la carte il y a quelques années. Je vais certainement pas vous prédire quel est le destin électoral du PQ dans 10, 15, 20 ans, mais il y a cette inquiétude additionnelle qui existe où on est moins dans la réflexion à savoir quel serait le moment le plus stratégique pour déclencher un référendum. C'est un peu comme ça que les péquistes pensaient il y a 20 ans. Là, on est plus en train de se demander la fenêtre que l'on a, même si elle n'est pas entièrement favorable, est-ce qu'elle va se refermer à très, très long terme? Et ça ajoute, je pense, au sentiment d'urgence et au goût du risque qu'avec les mêmes chiffres, les péquistes n'auraient peut-être pas pris il y a 15 ans environ. Oui, si on ne le fait pas là, on ne le fera jamais, autrement dit. Un mot, tour de table sur ce que M. Drainville a dit. On ne peut pas être les seuls à maintenir nos cibles. Les cibles bougent partout. Rapidement, Chantal Hébert, on le voit là, et il ne le dit pas parce qu'il y a une commission parlementaire, mais la cible risque d'être abaissée pour la réduction des gaz à effet de serre. Chantal. Ouais, et là, on retombe dans un discours qui a été le discours des gouvernements à peu près depuis le début de la crise climatique, c'est-à-dire
D'une main, on dit le Québec va fournir plein d'énergie verte. C'est totalement vrai. Donc, on a les moyens d'être le meilleur en Amérique du Nord. Mais d'un autre côté, il faut que ça coûte rien à personne. Et c'est vrai que ça s'inscrit dans une tendance. Le seul problème, c'est la crise climatique n'a pas été prévenue qu'elle était sur pause. Et deux, les coûts économiques de la crise climatique, pas seulement pour les gouvernements, pour vous, pour moi, ils vont accroître avec le temps pendant que tout le monde se dit c'est pas la mode maintenant et il faut penser aux emplois. Mais Paul, l'argument du ministre Drainville en disant les Américains freinent, Carney freine, on doit freiner aussi nos ambitions. Qu'en pensez-vous, Paul? Bien, l'argument n'est pas faux. Je le comprends jusqu'à une certaine mesure, par exemple pour des secteurs comme l'aluminium, mais l'argument serait plus convaincant si le Québec avait déjà sur la table des mesures identifiées, chiffrées, qui le plaçaient en voie d'atteindre ses objectifs, et si on disait on va reporter, suspendre certaines mesures. Là, ça serait compréhensible. Sauf qu'on n'était pas du tout en voie d'atteindre nos cibles. Et j'ajouterais enfin que la croissance des gaz à effet de serre au Québec, ça vient des transports, donc des usagers, surtout des individus, et non pas de secteurs industriels qui sont soudainement désavantagés par le nouveau contexte économique. Et la CAQ n'a jamais voulu prendre les décisions qui risquaient de lui faire perdre des votes avec les transports, et ça existait bien avant l'arrivée de M. Trump. Michel, conclusion, 30 secondes, désolé. 30. M. Legault avait dit « on est les meilleurs, donc on peut lever le pied ». Drainville dit exactement la même chose. Le problème, c'est que la crise climatique, elle n'a pas levé le pied. Et à un moment donné, il y a des coûts associés à ça qu'on ne veut pas voir actuellement. On voit juste les coûts à court terme, on ne regarde pas les coûts à long terme. C'est peut-être pas la bonne façon de faire de la politique actuellement, mais c'est celle du gouvernement.